voulais juste mentionner ici une série de choses, que je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec l'industrie du jeu vidéo ou d'autres types d'industries. Comme l'a mentionné Isaac, je fais partie d'un groupe de travail à l'OMS qui a réfléchi sur ces questions d'usage problématique des technologies de l'information et de la communication, notamment dans le cadre de la 11e classification internationale des maladies. Et puis, je tiens également à souligner ici que les points de vue que j'exprime sont évidemment les données que je présente et la manière dont j'en parle. C'est mon approche, ça ne reflète pas la position, par exemple, officielle de l'OMS ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? J'ai prévu d'abord un petit tutoriel avec juste quelques repères et tout, parce qu'on m'a dit, voilà, il y a un public très large, je ne sais pas exactement quelles sont à toutes et à tous vos connaissances du jeu vidéo. Donc, je vais donner quelques éléments pour savoir un peu où on se situe sur le jeu vidéo en 2023, et puis aborder un certain nombre de débats et de controverses dans ce milieu. Un des aspects, vous allez le voir d'emblée, c'est qu'on est dans des approches qui sont très polarisées, hein, malheureusement, et donc souvent ça nuit au débat. On a beaucoup des positions qui sont pro-gaming, anti-gaming. Quand on essaie d'être plus nuancé et qu'on parle à la presse, par exemple, très souvent on est coupé au montage. Hein, donc moi je fais beaucoup d'interviews où je n'apparais absolument pas dans les interviews à la fin, dans les reportages, etc. Parce que je n'ai pas un point de vue trop dramatisant ou trop, au contraire, enfin, de l'opposé. Donc quand vous essayez d'être nuancé, souvent vous n'êtes pas très populaire non plus au niveau de la visibilité, on va dire. Je vais ensuite vous expliquer un peu qu'est-ce qui a amené finalement à ce trouble tel qu'il est proposé dans les ouvrages, on va dire, de classification des maladies mentales actuelles, et puis comment il est conceptualisé, en essayant d'avoir autant que faire se peut une approche critique sur ce sujet. Et puis, je verrai aussi en fonction du temps qui me reste et tout ça, mais j'ai prévu une partie qui est plus ou moins longue en fonction du temps que j'aurai à disposition, sur la différence entre un engagement intensif non problématique et un engagement intensif problématique. Hein, on a des débats qui sont souvent axés sur du temps d'écran, screen time, etc., qui sont des très mauvais indicateurs en fait. On peut passer de nombreuses heures, même par jour, à jouer à des jeux vidéo, comme je pense plein de gens ici le savent, sans que ce soit du tout associé à des conséquences négatives, à ce qu'on appelle un impact fonctionnel, et donc que ce soit d'une manière ou d'une autre problématique. Et puis j'ai un petit bonus level, on verra si j'en parle ou pas. Donc, pour revenir mais brièvement sur les choses, donc ça c'est un ouvrage de psychiatrie qui est de l'Association américaine de psychiatrie, qui définit tous les troubles mentaux. Et en 2013, il y a eu une proposition pour la première fois de considérer un Internet Gaming Disorder, mais à ce moment-là, on n'en parlait pas comme d'un trouble reconnu, mais comme d'un truc dont il va falloir faire de la recherche pour mieux comprendre, pour éventuellement le considérer comme un trouble dans une version ultérieure de ce que j'appelle donc le DSM, c'est cet ouvrage, hein, c'est le Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, qui définit une série de critères pour définir un trouble psychiatrique, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Puis en 2019, un truc qui a fait beaucoup de bruit, c'est le moment où l'OMS, finalement, dans sa 11e révision de la classification internationale des maladies, a proposé d'inclure le trouble lié aux jeux vidéo comme une entité diagnostique. Est-ce qu'il va y avoir un micro dans cette salle ou pas? Je pose juste la question parce que au niveau de la voix, je suis un peu limite. Et s'il y a un micro, je pense que ça me permettra de survivre plus longtemps. Merci beaucoup. S'il n'y a pas, on verra ce que j'arrive à faire. Non, parce que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui a amené finalement l'OMS à inclure le trouble du jeu vidéo dans sa 11e révision de la classification internationale de maladies? Un certain nombre de facteurs, les principaux sont ici. C'est déjà un corpus de littérature qui montre des associations entre certains types d'usages caractérisés par une perte de contrôle notamment, et un certain nombre de conséquences négatives dans la vie quotidienne, également des études longitudinales, hein, donc qui ont fait des suivis longitudinaux. Et il y a également la simple constatation d'une augmentation du nombre de demandes, dont le point d'entrée finalement est une problématique en lien avec les jeux vidéo, et cela indépendamment du fait qu'après le jeu vidéo soit central dans la problématique, mais et ça s'observe quand même en Europe, en Asie, ailleurs, etc. Également une perspective de santé publique.
permettre une reconnaissance de ce type-là, c'est ouvrir par exemple la porte à des programmes d'information, de prévention plus systématiques avec des moyens pour les mettre en place. Ça permet aussi d'avoir des codes diagnostiques, donc ça veut dire que des psychothérapeutes peuvent indiquer un code diagnostic pour être remboursé par la LAMAL ici ou pour des choses de ce type-là. Ça va dépendre des pays, il y a des pays pour lesquels c'est plus ou moins important. Ça va permettre aussi d'avoir des fonds génial. Ça va être la case de survie. Alors vraiment, sans ça, c'est tout bon? Super, merci beaucoup. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, ça va permettre aussi d'avoir des fonds pour développer des recherches, pour mieux comprendre notamment les mécanismes étiologiques derrière ces troubles. Hein, vous allez voir, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle le trouble aux jeux vidéo ou les addictions aux jeux vidéo, il y a des débats, il y a des controverses, et puis il y a toute une série de choses qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui, comme ça a été le cas pour beaucoup de troubles au moment donné où ils ont été reconnus. Hein, si vous prenez le trouble lié au jeu d'argent dans les années 80 ou d'autres troubles qui sont actuellement connus de tout le monde. Voilà, alors dans l'OMS, on définit le trouble lié aux jeux vidéo de cette manière-là, c'est-à-dire on doit avoir une existence de 3 types de critères. Un critère de perte de contrôle, c'est-à-dire que finalement on perd le libre arbitre sur les moments où on va jouer, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas s'empêcher, etc. Donc c'est vraiment ça finalement le libre arbitre. Il y a une priorité qui va être donnée à cette activité, mais aux dépens d'autres activités potentiellement importantes de la vie quotidienne, que ce soit la gestion administrative, dans un certain nombre de cas l'hygiène, toute une série de choses de ce type-là, ou d'autres loisirs qui étaient investis auparavant, mais ça je pense que ça se discute, parce que pour moi on peut investir le gaming comme un autre loisir, et on ne devrait pas avoir un jugement de valeur sur cette question-là, du moment qu'on n'a pas des conséquences négatives. Et puis, ben voilà, les conséquences négatives doivent être présentes. Hein, et tout ça doit se traduire par ce qu'on appelle un impact fonctionnel, c'est-à-dire une incapacité à fonctionner au quotidien. Hein, on ne devrait pas pouvoir considérer une conduite de jeu, même de, je sais pas, moi, de 4 heures par jour et de 10 heures le week-end, comme forcément problématique si on n'a pas des indices d'impact fonctionnel à mettre en évidence. Alors, d'un côté, on a cette reconnaissance, et puis de l'autre côté, on a aussi cette réalité. Hein, le gaming, c'est le loisir le plus populaire sur Terre. Le développement de l'e-sport est sans précédent. Ce n'est pas uniquement, comme tous ceux qui sont, une bonne partie d'entre vous ici, je pense vous imaginez, mais parfois on est un peu dans l'imaginaire que c'est des choses qu'on voit en Corée ou en East Asia. Mais non, ces manifestations se sont déplacées en Europe, se sont déplacées en Occident, se sont déplacées ailleurs, et ça, ça date pas d'hier. Hein. On a des pratiques de jeu qui sont aussi de plus en plus immersives, avec différents types de moyens qui renforcent l'immersion. On a une évolution des modèles commerciaux, et puis on a notamment ce type de choses, c'est-à-dire par exemple des skins ou des items qu'on va acheter in-game, qui n'ont pas d'effet pour le jeu, qui n'ont pas d'effet sur le jeu, mais qui vont avoir des effets cosmétiques par exemple. Et puis on a un autre modèle qui est le pay to win, qu'on trouve beaucoup plus dans les free-to-play, qui est devenu un des modèles commerciaux dominants, même si beaucoup de gamers ne jouent absolument pas à ces jeux et n'ont pas envie de jouer à ces jeux évidemment. Quand on regarde le marché global, ça touche beaucoup de monde. J'y reviendrai un peu par la suite, parce qu'on a tout un système en lien avec les microtransactions, le data monitoring et plus largement la manipulation des joueurs, qui pose un certain nombre de questions ici, notamment avec les publics plus vulnérables, les jeunes, etc. On a observé aussi ces dernières années ce qui est parfois décrit comme une convergence entre le gaming et le gambling, avec le cas des loot box qui a beaucoup fait parler. J'en dis pas plus pour l'instant, je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite. Et puis voilà, on a une polarisation du discours. Ce genre de truc, hein. Voilà, il meurt. Probablement que cette personne avait probablement autre chose d'un point de vue psychologique qu'une addiction aux jeux vidéo pour avoir laissé mourir son nourrisson. C'est évident. On a des choses de ce type-là qui vont être utilisées parfois même par des gens qui défendent des positions de l'OMS, etc., avec ce genre de truc. Hein. Moi, je trouve ça dramatique. Puis l'autre aspect, c'est cela. Jouer minimum 2 heures à Counter-Strike, ça va avoir un effet sur vos capacités attentionnelles. Voilà, quand on va regarder les études, dans les 2 cas de figure, c'est beaucoup plus nuancé que ça. La réalité est probablement ni d'un côté ni de l'autre. Et puis voilà, pour vous donner une idée, il y a eu un tweet lié à cette conférence ce matin ou hier, et puis boum, c'est le genre de truc qui... voilà, donc ça c'est le titre de la conférence, les addictions aux jeux vidéo, panique morale aux problèmes de santé publique. J'ai peut-être pas très bien choisi le titre, je sais pas.
voilà, je dirais la question elle est vite répondue. Donc a priori, j'imagine que la personne qui dit ça a probablement une approche polarisée, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, hein, je ne sais pas. Et puis voilà, j'ai essayé de répondre, ce qui peut-être n'est pas très malin, je ne sais pas, mais voilà, les questions tendent à être vite répondues quand les avis sont polarisés. Les avis polarisés, pro et anti, font des dégâts, tant à l'énorme majorité des personnes qui jouent, même intensivement, et pour qui c'est une saine passion que pour la minorité vulnérable. Puis bon, après, bon, vous polarisez la question, etc. Et puis après, il y a tout. Après, j'ai décidé de quitter Twitter pour la journée, parce que sinon je me serais enterré dans un coin, puis je ne serais pas venu, j'aurais été trop malheureux. Non, mais je caricature, mais voilà, c'est le genre de truc qu'on voit, ça aussi, des approches. Vous avez été pendant des années à dire que vous étiez un des experts de l'OMS. Non, vous avez évité de dire, voilà, et puis vous l'avez fait pour des raisons personnelles, d'avancement de carrière, etc. Enfin bref. La manière dont les choses sont dépeintes dans les médias, bah, effectivement, elles sont alarmantes. Hein, on voit des choses de ce type-là, des camps qui ne sont pas d'ailleurs que dans East Asia, ça c'est aux États-Unis, mais soit qui prônent l'abstinence, hein, le retour à la non-utilisation des nouvelles technologies, un truc bien proche du principe de réalité hein, au jour d'aujourd'hui, ou alors des thérapies basées sur le conditionnement aversif avec électrochocs, camps militaires, etc. Je pense que vous probablement vous en doutez, mais la réalité des interventions psychologiques qui sont faites avec les personnes qui ont des problèmes de ce type-là sont évidemment et heureusement bien loin de ce type-là. Ça n'empêche pas que ce genre de choses-là existent, mais elles existaient bien avant la reconnaissance du trouble par l'OMS, et elles continueront d'exister bien après. Donc c'est un phénomène facilement stigmatisé, mal compris, c'est ce genre de truc-là. Hein. Mais purée, j'ai coupé le Wi-Fi, il a tout pété dans la chambre, c'est une maladie ce truc-là, ça ne va pas. Et en fait, même ce genre de truc-là, ça peut s'expliquer. Prenez un jeu, alors on reprend l'exemple de Fortnite qui était hyper populaire il y a 3 ans, qui reste très populaire évidemment. Un jeu de ce type-là, il permet d'assouvir toute une série de besoins fondamentaux des individus. Donc Fortnite, je ne vais pas décrire Fortnite en détail, mais en gros, vous êtes lâché sur une map dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer, hein, donc vous allez avoir une certaine autonomie dans cette map, vous allez jouer en compétition contre d'autres joueurs, donc ici on est dans des aspects de relationnel aussi, hein, avec les autres joueurs, de compétition, de teamwork, de compétition. Et puis il y a des aspects de compétences, d'achievement, de sentiment d'autonomie, de pouvoir, etc. J'y arrive, enfin il y a toute une série de besoins fondamentaux qui peuvent évidemment prendre place à travers une activité comme jouer à Fortnite. Alors j'aime bien faire la comparaison avec un truc qui parle souvent à tout le monde, le foot. Alors imaginez, vous êtes sur un match, vous jouez bien, tout se passe bien, puis à un moment donné, paf, un carton rouge, vous êtes sorti du jeu, et puis vous pétez une durite, souvent avec un contexte qui va être... voilà, c'est un contexte émotionnel hyper élevé, les enjeux sont énormes, etc. Les collègues comptent sur moi, bref. Ben finalement, quand vous coupez le Wi-Fi à quelqu'un qui est en pleine partie, par exemple, de Fortnite, vous reproduisez un peu ce truc-là. Puis finalement, on a une réaction de frustration intense, mais compréhensible chez une personne qui est fortement engagée dans une activité, chez une personne qui, en plus, si on prend des gamins, ne se régule pas au niveau émotionnel comme nous les adultes, même si nous, on n'est pas toujours bons non plus. Hein. Mais voilà, il y a des pures raisons, même biologiques, il y a toute une série de raisons qui expliquent ce genre de phénomène-là. Donc ça, c'est un exemple de petite comparaison qui, des fois, remet un peu le... effectivement, des fois, il y en a des parents à bout qui coupent, mais ce n'est pas forcément la méthode la plus adéquate. La polarisation, malheureusement, on les retrouve chez les scientifiques également. On va avoir les pros et les antis. Là, je vous mets des antis. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu ce book de Jean Twenge, une psychologue américaine, qui a pris des études qu'on appelle épidémiologiques, donc a regardé comment les jeunes aux États-Unis se sentaient bien ou mal, et a pu mettre en évidence une augmentation de l'anxiété, de la dépression depuis un certain nombre d'années, de manière progressive, et puis a linké ça en 2007 à l'apparition de la smartphone. Ce qui est assez fou, c'est que si vous allez voir les études en question, l'utilisation du smartphone n'est pas mesurée. Hein. D'accord ? Donc c'est vraiment une hypothèse comme ça qui sort, qui pointe sur une chose en particulier. Brad Bushman, qui est un psychologue qui d'ailleurs s'exprime souvent quand il y a des mass shootings, etc. aux États-Unis, il va dire violent criminal behaviors, including mass shooting, is very complex, caused by many risk factors often occurring together.
Okay. Exposure to violent media is one of those risk factors. It's not the only one or even the most important one, but it's definitely not a trivial one. Donc dit comme ça veut dire que pour lui, c'est un des, en gros, ça veut dire c'est un des trucs principaux impliqués là-dedans, et c'est le message qui va être véhiculé. Hein. Je ne vais pas ici parler de violence et jeux vidéo, mais c'est absolument, si vous me posez la question, est-ce que le jeu vidéo provoque de la violence, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous répondre sur base de l'état actuel des connaissances scientifiques. On peut en reparler après si on a du temps. Puis là, on a la version, on va dire, de l'autre côté, où on a des points de vue qui vont être du type, ici on voit, ben voilà, finalement, toutes les activités plaisantes, elles sont addictives. C'est comme jardiner. Alors pourquoi vous avez décidé à l'OMS, par exemple, pourquoi l'OMS a décidé de valider ce truc-là, alors qu'il y a toute une série d'activités qui sont rewarding et donc addictives, avec des trucs de ce type-là, World Health Organization's Junk Diagnosis for Gaming Disorder trivializes mental illness. Hein, donc. Et puis on voit d'autres types d'exemples ici, dans la même optique. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez lire ces articles où je peux vous donner les références. Donc voilà un petit peu le contexte général. Et puis j'aimerais essayer maintenant de revenir un peu sur quel est le parcours finalement qui a amené à la situation dans laquelle on se trouve, et puis à ce diagnostic, et puis pourquoi on en parle comme d'une addiction, etc. Alors je vais repartir du début, avec un clin d'œil pour ceux qui connaissent. En fait, au début, c'est un hoax. La naissance du concept de... Alors là, c'était Internet Addiction, hein, c'est pas le Gaming Disorder ou le Gaming Addiction. C'est vraiment un psychiatre qui s'appelle Ivan Goldberg, qui, dans une tribune, dans un journal new-yorkais, a repris les critères de l'abus de substances et l'a calqué à la manière dont il utilisait Internet, hein, dans un contexte où l'usage d'Internet se développait de plus en plus dans les pratiques professionnelles, etc., en soulignant le fait que dans ce contexte-là, il se retrouvait, lui, avec un critère d'addiction à Internet. Et puis ces approches, finalement, elles ont été reprises, et je dirais appliquées sérieusement. Quand je dis appliquées sérieusement, entre guillemets, ça veut dire qu'elles ont été directement transposées dans des outils pour mesurer ce phénomène dans des études épidémiologiques et des études scientifiques. Quand je dis études épidémiologiques, c'est des études qui visent à déterminer le pourcentage de personnes qui auraient un problème dans une population donnée, hein, par exemple les gens en Suisse romande ou ailleurs. Alors on voit que la littérature sur ce sujet-là, elle a explosé durant ces dernières années, et puis encore aujourd'hui, etc. Et puis, dans la même lignée, on a vu toute une série de choses qui sont décrites comme des comportements excessifs, décrits dans des articles scientifiques, avec des échelles d'évaluation associées. Je vous ai mis ici un exemple avec le selfitis, la tendance compulsive et addictive et incontrôlable à faire des selfies, par exemple. Ou celui-ci, pardon, le mukbang, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Hein, c'est le fait de manger des quantités incroyables ou importantes d'aliments en se filmant, avec une esthétique, avec un rituel, avec toute une série de choses de ce type-là. Ben voilà, là aussi, on a le développement d'une échelle d'addiction à ce phénomène. Et puis si vous regardez un peu les items, on voit des trucs, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une transposition du modèle de l'addiction. Par exemple, felt an urge to watch mukbang more and more, on va dire c'est de la tolérance, hein, un effet d'habituation. Ou become restless or troubled if you have prohibited from watching mukbang. Et je suis désolé pour mon accent, mais franchement, je fais de mon mieux. Ben voilà, ici, c'est le withdrawal, hein, donc c'est le manque. Et basé sur ce genre de truc-là, on montre que les gens répondent oui à ce genre d'item, et on infère qu'il s'agit de conduite addictive. Ok ? Alors, comment on en est arrivé là ? Principalement avec ce qu'on décrit parfois en méthodologie comme une approche confirmatoire. Et je vais vous expliquer comment, dans le cadre des nouvelles technologies, ça s'est mis en place. On voit, par exemple, je ne sais pas, une personne, un patient qui a, prenons l'exemple du jeu vidéo, parce qu'on parle de ça ici, un usage complètement hors de contrôle, il perd le contrôle, il joue beaucoup plus que prévu, il joue pour réguler ses émotions, mais de manière problématique, il est complètement, constamment préoccupé, etc. Alors là, on va faire potentiellement une hypothèse a priori qu'on est dans une addiction comportementale. En tout cas, c'est ce qui s'est passé quand les cliniciens ont observé, et les chercheurs ont observé ce genre de phénomène. Et puis, en deuxième étape, on va développer des outils qui mesurent l'addiction. Alors, comment on fait ? C'est pas sorcier,
c'est vous prenez par exemple des questionnaires qui ont été développés pour mesurer une utilisation problématique de l'alcool ou une autre substance, puis vous remplacez alcool par ce que vous voulez. Jeux vidéo, construction de trains électriques, gym, bref. Et vous développez un outil qui mesure l'addiction, parce qu'il mesure les critères de l'addiction, d'accord? Donc dans une troisième étape, finalement, ce n'est pas étonnant que dans ces études qui vont utiliser ce genre d'outils et essayer de voir leur relation avec des facteurs connus de l'addiction, certains traits de personnalité, certaines prédispositions, eh ben, on retrouve ces associations. Parce que finalement, vous avez désigné un outil pour mesurer l'addiction, donc par essence, vous avez déjà le résultat avant même d'avoir investigué votre truc, parce que vous développez un outil pour mesurer l'addiction, donc vous allez trouver les liens attendus. Le problème des approches confirmatoires, ben, c'est qu'elles ne vont pas tester des modèles alternatifs. Donc on ne peut pas dire notre modèle il est mieux qu'un autre modèle, ou notre hypothèse il est mieux qu'une autre hypothèse. Et ça a un certain nombre de conséquences. La première, c'est celle que je viens de mentionner. Et quand on prend un symptôme, comme l'engagement excessif dans le jeu vidéo, il y a potentiellement des autres modèles explicatifs que l'addiction. Par exemple, dans beaucoup de cas de figure, c'est uniquement un coping, donc une stratégie pour faire face, qu'on met en place pour réguler des affects négatifs, faire face à une dépression, s'exposer à des interactions sociales quand on est anxieux social, des choses de ce type-là. Ça ne veut pas dire que l'engagement dans le jeu n'est pas problématique et puis qu'on ne peut pas faire quelque chose pour aider cette personne. Mais dans ce cas-là, le target, la cible de l'intervention, ça ne doit pas être le jeu, ça doit être l'anxiété sociale ou le processus psychologique sous-jacent. Il y a d'autres hypothèses qui tiennent la route. Ça peut être, dans certains cas de figure, ça peut être proche de troubles obsessionnels et compulsifs, avec vraiment une tendance à essayer d'obtenir tous les items, tous les titres qu'on avait, enfin, ou alors une manière d'avoir des difficultés à gérer ses impulsions, un trouble du contrôle de l'impulsion. Bref, il y a des modèles alternatifs qui tiennent la route. Donc on est dans une approche athéorique qui va partir du symptôme et qui va largement ignorer les processus psychologiques sous-jacents, mais j'y reviendrai. On tend à regarder avec les similarités, par exemple, les similarités symptomatologiques avec un trouble lié à l'usage de l'alcool, et on va ignorer largement qu'est-ce qui est unique à l'engagement excessif dans telle et telle application. On focalise sur les similarités avec d'autres trucs, puis on dit c'est pareil. Voilà, avec aussi un focus assez important sur des hypothèses neurobiologisantes, du type circuit dopaminergique. Voilà, on met des gens devant des stimuli qui vont activer un certain nombre de choses cérébralement, et puis on va dire, voilà, c'est la même chose que dans certaines addictions. Ben, ma foi, si vous prenez un pêcheur et puis que vous lui présentez des photos de truites arc-en-ciel dans un scanner, ça va aussi provoquer des activations dopaminergiques, etc. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne est addicte à la pêche. D'accord ? Donc voilà, il faut faire attention à ce genre aussi d'explications neurobiologisantes. Et puis, des interventions peuvent être potentiellement inappropriées. Imaginez le cas de l'anxiété sociale tout à l'heure. Et puis si, pour cette personne anxieuse socialement, l'implication dans le jeu, c'est c'est un évitement de situations d'interaction de la vie quotidienne. Si mon intervention psychologique, je la cible sur le jeu en essayant de changer son ambivalence, essayer de changer son comportement de jeu, etc., je fais fausse route. A priori, si cette personne est moins anxieuse socialement, elle va moins utiliser cette situation pour faire face à ses difficultés. Ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de personnes, évidemment, pour qui l'usage dérégulé se traduit par des interventions qui vont focaliser sur le jeu. Donc on a les deux cas de figure qui sont présents. Et puis je reviens ici, suite à ce que je vous ai présenté ici, sur la première conceptualisation de l'Internet Gaming Disorder dans le DSM. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a vraiment ce truc que j'ai expliqué, c'est-à-dire finalement une réutilisation des critères de l'abus de substance appliqués aux jeux vidéo, avec des choses comme tolérance, sevrage, perte de contrôle. Je ne les définis pas maintenant, je vais y revenir, pas sur tout, mais sur quelques exemples. En particulier, tolérance et sevrage, parce que gardez à l'idée qu'il y a quand même une différence majeure avec une utilisation de substances psychoactives. C'est qu'on n'a pas de substance psychoactive qui a un effet sur notre système nerveux central et qui peut se traduire par des phénomènes d'habituation physiologique. C'est quand même une différence majeure, évidemment. Alors, je vais revenir sur ces trois trucs-là. La tolérance. Donc, c'est un des critères qu'on utilise pour définir l'addiction dans le DSM. Donc, on a une habituation de l'organisme à la consommation, ce qui fait qu'on va avoir une perte de sensibilité avec un usage répété, puis que finalement, on va devoir consommer plus pour avoir le même niveau d'effet.
Donc, c'est quelque chose qu'on observe avec toute une série de substances psychoactives. Et quand vous regardez dans le DSM, on dit finalement, la tolérance dans le gaming, c'est ça, le besoin de passer un temps accru d'engagement dans des jeux vidéo. Ok. Et on dit c'est de la tolérance, au même titre qu'on aurait une habituation dans le cadre de l'utilisation d'une substance psychoactive. Alors ici, je vais citer Daniel Katfelwinter, qui est un psychologue qui dit bien les choses et qui a critiqué par exemple ce critère de tolérance. Il existe de nombreuses raisons légitimes pour lesquelles une personne souhaite passer plus de temps à jouer qui n'ont pas grand-chose à voir avec la pathologie. Comme pour la plupart des choses que nous aimons les faire de manière plus souvent. Bah oui. Mais au-delà de ça, mais c'est une évidence, mais c'est vrai quand même, hein, mais au-delà de ça, bah, il y a toute une série de facteurs qui peuvent expliquer que quelqu'un joue plus, qui ne sont absolument pas liés à une tolérance au niveau physiologique. J'ai mis quelques exemples ici. Hein. Bah, je suis en vacances pendant 7 semaines, je vais jouer beaucoup plus. Je me prends un lockdown, c'est le Covid, bah oui, je joue plus. Il y a d'autres facteurs qui sont impliqués. Maintenant, je veux dire, on a un développement sans précédent du e-sport. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes, etc., dont les motivations sont de s'engager dans des pratiques de ce type-là. Et puis, c'est la réalité. Il n'y a pas de jugement de valeur à faire là-dessus. Et puis voilà, les motivations sous-jacentes aux conduites de jeu, elles sont très hétérogènes d'une personne à l'autre. Certains vont chercher l'achievement, la compétition. Peut-être que leur avatar va s'appeler Killer 712. Un autre, il veut faire du roleplay, de l'immersion et jouer avec une guilde qui s'appelle Arcanine von Drakenberg. Bah, a priori, ces gens-là n'auront pas les mêmes motivations sous-jacentes à leur conduite de jeu. Sevrage. Alors le sevrage aussi, c'est un classique de l'addiction substance, évidemment. C'est l'effet de manque. Si vous consommez régulièrement de l'alcool et que vous arrêtez, vous allez avoir différentes manifestations physiques et psychiques. Dans le cas du jeu vidéo, problématique, ben, quand on va regarder, j'ai pris un travail ici de chercheurs qui ont fait une revue de littérature qui est déjà ancienne, mais qui pour moi reste à jour. Quand on va regarder le sevrage, ben, on voit que les problèmes de jeu sur Internet peuvent survenir sans symptômes de sevrage associés, premièrement. Et puis, quand on va regarder qu'est-ce que c'est un peu ce que les gens considèrent comme du sevrage, c'est essentiellement des aspects affectifs. Donc on n'a pas de sevrage physiologique, mais on a des choses du type « je me sens irrité, je me sens anxieux, je me sens mal ». Bah, à un moment donné, si vous avez une passion pour le jeu et que vous devez vous arrêter pour une raison ou pour une autre, vous allez possiblement être mal d'un point de vue psychologique. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui sous-tend le fait que vous avez un manque au sens addiction. D'accord ? Enfin, pour moi, je dis de manière... Pas pour moi, je pense que c'est une explication valable, hein, logique. Et voilà, c'est ce que j'ai mentionné ici. Il faut savoir, il faut se rappeler que dans les critères que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont ceux que l'OMS a proposés pour potentiellement poser un diagnostic de troubles liés aux jeux d'argent, aux jeux de vidéo, pardon, ces critères-là ne sont pas retenus. Parce que justement, sur base d'évaluation de la littérature existante, il n'y a pas de données solides, à mon sens, pour défendre l'inclusion de tels critères. Je vous montre quand même une observation que j'ai trouvée intrigante, et simplement je l'ai trouvée intrigante, alors je vous la montre. Donc là on est sur Fortnite, dans son mode Battle Royale, très populaire, on est en 2018, à ce moment-là c'était le jeu #1, j'ai regardé en janvier 2023, on avait quand même encore passablement de gens qui jouent, hein, avec par exemple dans les 30 derniers jours avant cette conférence, il y a eu un pic du jour où il y a le plus de connectés à 25 millions de personnes, donc c'est plus que la Suisse, hein, 2 ou 3 fois plus. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Crac, le serveur a sauté et les gens ne pouvaient plus jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Après coup, Pornhub a acheté à Google un certain nombre de données sur qu'est-ce que faisaient les gens qui avaient un abonnement à Fortnite à ce moment-là. Et c'est assez intriguant parce que qu'est-ce qu'on observe ? Une augmentation de 10% de ces utilisateurs-là du temps passé sur des sites de porno. Mais bon, à la limite, fair enough, quoi. J'ai plus de temps, je fais cette activité, pourquoi pas, hein. Mais ce n'est pas tellement ça le résultat le plus surprenant. Le résultat le plus surprenant, c'est celui-là. On a eu une augmentation de 60% du keyword Fortnite utilisé pour chercher du porno. Alors moi, quand j'ai vu ça, en fait, pourquoi j'ai vu ça ? J'ai un doctorant qui travaille sur le porn qui m'a dit « c'est incroyable ce truc-là, il faut qu'on aille voir, ok ?» Et puis, alors, après avoir averti les services informatiques de l'université, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on va sur Pornhub et qu'on met Fortnite ?
Donc il se passe des choses. Il se passe des choses. On a une centaine, 200 vidéos qui sont sorties avec des modélisations 3D d'avatars à la Fortnite qui avaient des relations sexuelles hardcore, des gens qui jouaient tout en ayant des relations, enfin bref, toute une série de choses de ce type-là. Et puis, évidemment, c'était un gros coup de pub. Celle-là, elle est magnifique. En plus, elle est enregistrée pour Fortnite. Et voilà, pour Fortnite, pour Pornhub, excusez-moi, j'en perds mes moyens, évidemment. Mais enfin bref, je trouvais ça assez intriguant. Venons à un autre critère qui, lui, a été retenu dans la CIM, la perte de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par perte de contrôle? La perte de contrôle, elle peut s'associer à l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un construit un peu fourre-tout qui regroupe différents types de choses comme ne pas arriver à réfréner un automatisme, prendre une décision qui va être axée plutôt sur des conséquences à court terme plutôt qu'à moyen ou long terme, avoir des difficultés à différer des récompenses. Bref, il y a différents types de, on va dire, de processus cognitifs, affectifs qui sont derrière cette impulsivité. Et puis, il y a différents facteurs de risque qui font que les gens peuvent être plus ou moins impulsifs, notamment des facteurs de risque biologiques, comme la maturation des aires préfrontales qui sont impliquées dans l'autocontrôle. Pour vous donner une idée, la maturation de ces aires-là arrive après 20 ans, souvent, on sait maintenant. Voilà. Donc il y a des raisons déjà même chez les jeunes enfants, chez les ados, etc., biologiques, qui expliquent qu'on va avoir une plus grande tendance à l'impulsivité. Faites le lien avec l'exemple que je vous ai montré, là, quand on coupe le Wi-Fi et puis qu'on a une crise de colère intense. Il y a des facteurs sociaux. On sait que maintenant, la manière dont les parents éduquent leurs enfants se traduit aussi par des différences individuelles au niveau des capacités d'autocontrôle. Puis on a des facteurs psychologiques, de tempérament, de personnalité, etc. Et puis finalement, l'impulsivité, on peut dire que c'est via ces mécanismes-là, ces processus-là, qu'on a une perte de contrôle. C'est souvent les facteurs qu'on met en avant quand on dit des facteurs de risque de développement des addictions. Quand on est dans le jeu vidéo, et particulièrement dans le jeu vidéo en 2003, il y a quelque chose que trop souvent dans la littérature scientifique sur le sujet, on néglige, qui est les caractéristiques des applications et des jeux eux-mêmes, ce qu'on appelle parfois les design features. Je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi. Donc c'est ici quelque chose qui a été synthétisé de manière efficiente par la docteure Maëva Flayel, qui travaille à l'Université de Lausanne. Dans un article récent, elle ne s'intéressait pas qu'au gaming, elle s'intéressait à toute une série d'applications et à leurs caractéristiques. Mais l'idée, c'est vraiment que la manière dont ces applications sont créées, sont designées, vise à faire perdre le contrôle, en gros. Mais ça, c'est pas nouveau, on le sait. Et puis, j'ai mis ici un certain nombre d'exemples en lien avec le jeu et le jeu vidéo, mais je vais plutôt vous montrer des trucs un peu plus concrets. Et je prends ici l'exemple déjà des microtransactions. Alors, peut-être vous savez ce que c'est les microtransactions, mais j'ai juste mis 2-3 éléments de texte pour avoir les définitions de base. Donc cette définition, la première, elle n'engage que moi, parce que j'ai déjà des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette manière de définir les choses. Je pense que volontairement, j'exagère ici dans la définition de la microtransaction. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on m'a fait remarquer, puis je pense que c'est une critique légitime. Donc, système abusif est basé sur l'exploitation d'autrui. C'est un peu comme ça que je le vois dans beaucoup de cas, en tout cas dans le modèle free-to-play, et pas forcément toujours dans les modèles avec les skins, etc. Mais bref. Donc, c'est des systèmes qui s'ajustent de manière dynamique, qui sont basés sur une analyse des données personnelles, par exemple achat précédent, fonds disponibles, inventaire et items possédés dans le jeu, items préférés, altération des prix des items, enfin il y a toute une série de data manipulation, on manipule les données, qui sont implémentés par les développeurs pour des raisons purement économiques, et quand on va regarder la part de revenus des principales industries du jeu sur les microtransactions versus sur les autres aspects d'achat des jeux, etc., c'est devenu la grande part du gâteau. Il y a un manque de transparence, en tant que consommateur, la plupart du temps, vous n'avez pas toutes les informations que vous devriez avoir à disposition pour faire des achats éclairés. Et il y a une exploitation des joueurs potentiellement vulnérables, et je pense aux adolescents, aux enfants, etc. Pour les raisons que j'ai aussi un peu décrites tout à l'heure. Prenons un exemple. J'ai joué ici à un jeu une trentaine d'heures pour être en mesure, à ce jeu-là, il n'est pas super intéressant, mais ça me permettait ensuite de voir un certain nombre de mécaniques qui se mettent en place après un certain temps. Donc ici, on est sur un jeu un peu Heroic Fantasy qui se télécharge sur l'Apple Store. Il est free-to-play, donc il est annoncé gratuit. On voit qu'il est indiqué 9 ans et plus. Et puis, on voit que d'emblée, on a des microtransactions qui sont présentes ici avec l'achat d'un bébé dragon tout mignon pour la modique somme de 6 francs. Quand on va regarder un peu ce qui se passe après avoir joué un certain temps, bon, ça, c'est des mécanismes de base, et puis désolé pour ceux qui connaissent ça par cœur, mais en gros, dans ces modèles-là, vous avez
des pièces qu'on accumule en jouant des heures et des heures et des heures et qui en gros vont pas servir à grand chose. Si je résume, on ne va pas pouvoir acheter des trucs très intéressants avec ça. Puis il y a les diamants ou les couronnes ou ici ou ce que vous voulez, qui elles sont achetés avec de la monnaie sonnante et trébuchante ici et qui vous permettent ensuite d'acheter des items dans le jeu qui sont plus intéressants. Donc on a ici une incitation à acheter de la monnaie virtuelle qui sert à acheter des items virtuels dans le jeu. Et puis on voit qu'il y a des techniques, ben voilà, si vous mettez 18 francs d'un coup, vous avez 10% de rabais sur ce truc qui est une monnaie virtuelle temporaire, etc. Donc on a des monnaies qui sont aussi liées à des événements temporaires. Ici par exemple ces potions roses, ben, elles étaient valables qu'un mois, et puis si à un moment donné ce mois est terminé, je perdais mes potions roses. Dans les faits, souvent ces trucs sont réutilisés quelques mois après ou quelques années après, bref. Et puis il y a aussi le coup de, on peut jouer X parties par jour. Voilà. Puis il y a d'autres techniques qui sont utilisées. Il y a par exemple ici le fait, et j'ai entendu une fois quelqu'un qui faisait du marketing qui a montré que c'était une technique qui était utilisée pour faire de la confusion. On mélange des monnaies virtuelles et des monnaies réelles, et puis ça fait des fois des clics qui ne sont pas volontaires. Enfin bref, donc il y a toute une série de techniques. Et là, je parle vraiment en termes de protection du consommateur. Rappelez-vous que ce jeu-là, il est annoncé 9 ans. Et puis voilà, occasion limitée dans le temps, et puis ajustement dynamique des prix, c'est-à-dire que quand vous essayez de faire le truc, vous téléchargez une application de ce genre en même temps qu'un de vos copains, vous jouez, ou copines, vous jouez le même nombre d'heures, vous n'allez pas avoir les mêmes incitations d'achat. Les lootbox, vous en avez probablement entendu parler, elles deviennent aussi de plus en plus sophistiquées. J'ai mis des exemples ici en lien avec FIFA, où on voit ici des joueurs gold, et plus, donc avec un système qui nous fait monter un peu avant de voir ce qu'on va obtenir. Et puis ici, c'est le jackpot ultime avec un joueur connu de la plupart des gens. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous voyez. Et puis ici, un système où, boum, on voit, c'est Overwatch. C'est ce qu'on appelle des boîtes, des lootbox à suspense. C'est-à-dire si vous voyez déjà la couleur de l'item avant de voir ce qui va arriver, vous savez déjà que ça va être un item épique ou un truc comme ça. Donc tous des moyens qui sont mis en place aussi pour augmenter le niveau d'arousal, ce qu'on appelle de l'activation physiologique émotionnelle. C'est inversement corrélé, donc lié à votre capacité d'autocontrôle. Plus vous êtes activé, moins vous allez être capable de faire preuve de contrôle dans vos achats, par exemple. On avait fait avec Daniel King il y a quelques années un recensement des patentes posées par l'industrie du jeu sur un certain nombre enfin des brevets en fait. Moi, j'y connais pas grand-chose dans ces trucs-là, mais en gros, c'est des brevets qui sont posés par l'industrie du jeu en lien avec ces systèmes de microtransactions. Pourquoi ils posent des brevets? Pour pas que le concurrent puisse l'utiliser. Parce qu'à partir du moment où vous avez un brevet qui est posé, l'industrie à côté, elle ne peut pas l'utiliser. Alors c'est peut-être, j'espère pas dire des bêtises, mais c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et ici, donc c'est une série de ces patentes, elles sont publiques sur Google Patents notamment. Puis on a fait un travail de recherche qu'on a essayé systématique pour voir quel genre de choses on trouvait. Alors, on a par exemple ce genre de choses-là. Ça, c'est une patente posée par Kabam qui dit, donc vous avez les trucs, vous allez voir sur Internet, ces patentes existent, etc. Donc c'est un system and method for providing in-game pricing relative to other playing statistics. Donc en gros, c'est un système qui permet à la compagnie d'augmenter son opportunité de revenus en ajustant régulièrement le contenu, donc les items, obtenus via les coffres à butin, lootbox, inclus dans les jeux. L'algorithme d'ajustement se base sur les achats antérieurs réalisés avec de l'argent réel pour obtenir des items virtuels. Donc en fait, vous mettez le consommateur dans une situation où il croit que c'est random, puis peut-être qu'ici, vous allez tous me dire, on sait bien que c'est pas random, mais quand vous demandez aux gens, beaucoup de gens croient que c'est random, ces trucs-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle tromper le consommateur en gros. Et puis ici c'est une autre, Activision. Donc le profil d'un joueur ou le traçage de ses comportements dans le jeu peut être utilisé pour créer une série de messages personnalisés. Et puis vous avez un exemple ici. Ah, ça fait pas mal de bruit avec Far Cry. Vous n'avez pas joué depuis 3 jours, vous pouvez faire mieux. Et ça, on le reçoit individuellement en fonction de, par exemple, le moment où on a arrêté de se connecter. Non, citation individuelle, avec ici par exemple un boss du jeu qui vous dit il y en a une autre, ou la personne est kidnappée, t'as joué que 3 heures cette semaine, on voit ici, t'as joué seulement 3 heures cette semaine, tu peux faire mieux. Individualisé, bam. Faut savoir qu'actuellement il y a encore un espèce de no man's land juridique dont l'industrie du jeu profite pour maintenir ce genre de modèles commerciaux qui ne touchent pas forcément les jeux les plus populaires chez les gamers, c'est clair, mais qui sont extrêmement téléchargés, utilisés, etc. par l'ensemble de la population.
Donc voilà, quand on parle d'impulsivité et de perte de contrôle, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser aux caractéristiques des jeux eux-mêmes. Et c'est souvent, des fois, encore un peu le truc qui n'est pas mis dans l'équation. Histoire que je planifie un tout petit peu le temps qui me reste, j'ai pas de montre et je suis un peu perdu. Donc c'est bon, tranquille. C'est jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 7 heures. Ok, donc je peux encore prendre 20 minutes. Parfait. Donc on arrive à cette partie qui pour moi est centrale. Elle est notamment centrale en lien avec certaines craintes, pour moi fondées, qui ont émergé suite à la reconnaissance du trouble par l'OMS. Qu'en est-il de la pathologisation des conduites de jeu intensives mais saines? Je veux dire, le débat, il est souvent autour du screen time. Il y a encore beaucoup de personnes, de chercheurs, etc., qui vont comptabiliser le temps de jeu comme un indicateur ou comme un proxy du jeu problématique. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et pour moi, la définition, en tout cas telle qu'elle a été formulée par l'OMS, qui ne reprend pas un certain nombre de critères directement en lien avec l'abus de substance et qui mentionne l'impact fonctionnel comme un critère obligatoire, elle permet de réduire ces risques de pathologisation excessive. Je vais vous montrer un peu pourquoi. Ça, c'est l'approche dominante dans l'évaluation le diagnostic on va dire, des addictions en ligne. Hein. C'est ce genre de questionnaire que je vous ai montré tout à l'heure, là, avec le Self-Itis, avec le Internet Addiction, avec ces trucs-là, se base sur ce truc-là, c'est-à-dire on reprend les critères de l'addiction à une substance. La science, c'est la préoccupation cognitive, le fait de tout le temps penser, parfois ça se traduit par des envies, des obsessions, etc. Le sevrage, donc ça c'est l'effet de manque que je vous ai écrit tout à l'heure, l'effet d'habituation, la modification de l'humeur, la rechute, la perte de contrôle et puis l'impact avec la vie quotidienne. J'ai mis des exemples ici en lien avec le jeu. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que des chercheurs, et puis ces chercheurs, ils ont fait ça il y a un moment donné, hein, il y a longtemps, c'était en 2007, les premiers. Ils ont montré de manière convaincante qu'un certain nombre de ces critères étaient associés à des conséquences négatives, à de la souffrance psychologique, et puis d'autres critères ne le sont pas. Typiquement, les critères que j'ai mis ici en bleu, les auteurs les ont appelés périphériques, et typiquement, c'est des aspects de préoccupation, des aspects de tolérance, des aspects d'euphorie, de régulation émotionnelle, ne sont pas des bons indicateurs d'une conduite qui peut être considérée comme pathologique. C'est-à-dire que vous allez trouver des très faibles corrélations ou des corrélations nulles avec des conséquences négatives dans la vie quotidienne, avec une diminution des notes scolaires, avec de la dépression et de l'anxiété. Alors qu'il y a d'autres critères, comme la perte de contrôle, les conflits, c'est pas étonnant, puis le manque, qui eux sont plus corrélés. J'ai pris ici un autre exemple en lien avec des travaux qui sont faits par Loïs, qui est d'ailleurs ici présent, qui est doctorant au Fonds national suisse et qui a essayé d'appliquer le raisonnement aux réseaux sociaux, hein, parce que si vous allez chercher, je ne vous ai pas montré ça, mais vous avez aussi le Facebook Addiction Scale, le TikTok Addiction Scale, etc., toujours sur le même principe assez simpliste et qui fonctionne bien. Et ici, en gros, ce que Loïs a fait, c'est, je vous passe les détails techniques, mais en gros, il a été voir les liens des différents items entre eux, et puis est-ce qu'ils formaient des construits homogènes ou pas, c'est-à-dire une dimension avec des choses qui sont reliées, on va dire. On voit qu'ici, il a quatre items qui sont le conflit, le manque, la perte de contrôle, ça s'appelle rechute, mais dans les faits, c'est une perte de contrôle, et la modification de l'humeur. Ici, c'est la régulation des affects négatifs. Hein, dans ce questionnaire, il n'y a que les affects négatifs qui sont évalués. C'est pour ça que ça va ensemble. Et puis les aspects de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et puis le fait d'être préoccupé, intéressé à des pensées en lien avec ça, ça forme un autre facteur. Alors bon, fair enough, hein, 4000 personnes, j'ai oublié de le dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on prend ces deux différents facteurs, le facteur en lien avec la préoccupation et la tolérance n'est pas du tout corrélé avec des symptômes psychopathologiques, des émotions négatives, ce genre de choses-là, alors que le facteur qui évalue des critères comme la perte de contrôle et autres l'est un peu plus. Mais ça reste des corrélations qui ne sont pas énormes, hein, à part ça. Donc ici, on voit que quand on utilise ce critère-là, c'est une échelle en 6 items. Vous imaginez sur vos 6 items que vous utilisez potentiellement dans une enquête épidémiologique, hein, pour vous donner une idée. J'ai été contacté il y a 2 ans par le BAG, là, qui voulait faire une enquête sur les addictions comportementales en Suisse, et un certain nombre d'experts ont proposé cette échelle-là pour mesurer l'engagement problématique dans les réseaux sociaux. Avec cette échelle-là, vous avez 6 items, 2 parmi les 6, un tiers, mesurent quelque chose qui n'est absolument pas problématique. Donc je vous laisse imaginer la conséquence, une des conséquences évidentes, il y en a toute une série, mais une des conséquences
première, c'est que ça va donner des taux de prévalence beaucoup trop élevés. Donc, en gros, indiquer des pourcentages d'addiction ou d'usage problématique qui sont complètement excessifs par rapport à la réalité. On en voit dans la littérature scientifique également. Hein, dans cette étude-là, par exemple, je vous passe l'étude, ce n'est pas important, mais la conclusion, c'est 20% des adolescents présentent des critères à haut risque d'engagement problématique dans les jeux vidéo. C'est absolument pas raisonnable, c'est absolument pas possible. Je veux dire, si vous prenez des critères comme ceux que j'ai décrits, qui ont été proposés par l'OMS, finalement, qu'on les juge bons, mauvais, etc., peu importe, si vous les appliquez, votre taux de prévalence il va descendre à 1%. Sur le même genre de... Donc 1%, ça correspond à la prévalence. Donc la prévalence, c'est vraiment l'occurrence d'un trouble dans une population, c'est-à-dire en gros le pourcentage de personnes qui ont la difficulté, ben, c'est comparable à d'autres types de troubles ou de conduites problématiques. Puis après, les conséquences, ben, quand on les transpose les études à la presse, on arrive à ce genre de trucs. Hein. 10% des ados sont addicts à Internet, et puis là, c'est la panique morale, c'est my God, etc. Et puis, je vous montre ici une étude qui a été réalisée par un autre de mes collègues qui est ici, Abel, qui lui travaille dans un projet de l'UNICEF avec une université en Espagne, l'université de Léon, et qui a réalisé une grosse étude épidémiologique sur les conduites en ligne à risque. Mais c'est vraiment très large, je ne vous présenterai pas tout ici en détail, ça va du gaming au cyberbullying, etc. Mais l'UNICEF voulait lancer un projet autour des conduites en ligne à risque. Et puis là, vraiment, vous avez un gros échantillon. Vous voyez, c'est 41 000 jeunes qui sont vraiment sélectionnés en fonction de leur région d'appartenance. Donc c'est vraiment un échantillon représentatif des caractéristiques de la population, etc. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Si vous appliquez les critères que j'ai critiqués de manière outrancière, sur qui utilisent abus de substances, tolérance, machin, vous avez une prévalence de l'usage problématique d'Internet à 33%, donc une personne sur 3. Et puis, quand vous utilisez les critères qui ont été proposés notamment par l'OMS, c'est-à-dire les 3 doivent être présents, hein, coexister, un seul ne suffit pas, bah là on voit déjà que la prévalence elle descend à 3%, donc c'est 10 fois moins. Donc la manière dont on mesure quelque chose a évidemment une importance fondamentale sur les conclusions de nos études, et malheureusement dans ce champ-là, beaucoup d'études ont fonctionné avec ce système-là, et ça a nourri, contribué à cette panique morale, à cette surestimation du phénomène. Donc si on prend le jeu vidéo, j'aime bien cette notion de passion versus addiction. Je ne mets pas addiction, généralement je mets passion versus usage problématique. Elle n'est pas de moi, hein. D'ailleurs ça c'est un dia qui a été fait par un de mes collègues aussi, mais je le trouvais bien fait, donc je l'ai réutilisé avec son consentement. Et c'est la distinction finalement qu'on a entre une passion harmonieuse et puis une passion qu'on peut dire obsessionnelle ou pathologique ou ce que vous voulez. Et c'est cette notion que finalement, à partir du moment où une activité va me permettre d'assouvir mes besoins fondamentaux, mais pas interférer avec mes autres activités quotidiennes, créer des conflits, impacter d'un point de vue sur mon travail, sur mon sommeil, sur des choses de ce type-là, alors ça peut refléter simplement un engagement sain comme dans n'importe quelle autre activité. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, des fois, quand on voit les parents, le regard qu'ils peuvent porter sur un usage de jeux vidéo, on va avoir de la peine à le considérer de la même manière qu'un autre loisir, comme la philatélie, la gym ou un sport comme le foot, par exemple. Ça n'empêche qu'effectivement, la contrepartie, c'est la perte de contrôle, un usage qui est plus axé sur des compensations de manque, et là, plus fréquemment, on a une passion qui... Alors, voilà, par exemple, ici, on l'appelle obsessionnelle, ou etc., qui va se traduire par des conséquences négatives. Donc voilà où je veux en venir. Donc le gaming peut être une passion harmonieuse, même à un degré d'engagement élevé. Et donc l'usage intensif dans une activité appétitive n'est pas forcément problématique, hein. C'est un point sur lequel j'ai insisté, c'est un point qui est important. Et je pense qu'un des défis qu'on n'a pas encore complètement résolu, c'est vraiment de mieux comprendre quelles sont les caractéristiques de l'engagement intensif sain versus de l'engagement intensif problématique, en tout cas au niveau de la recherche, hein, même si au niveau pour des cliniciens, pour des gens de la vie, peut-être on arrive à distinguer ces usages, mais je pense qu'il faut vraiment développer de la recherche sur cette question-là, et ça va participer aussi à la dépathologisation du phénomène. Donc l'usage peut refléter une passion harmonieuse, voilà, c'est Valran qui a proposé ces termes, j'avais oublié tout à l'heure. Et puis, un des corollaires, c'est qu'il faut vraiment abandonner l'indicateur de temps d'écran, je pense, comme un indicateur valide de quoi que ce soit, à part du temps qu'on passe sur un écran.
Et puis l'écran en tant que tel, je n'en ai pas parlé, mais c'est comme quand on parle d'addiction à Internet, d'addiction au smartphone, c'est des construits creux. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire comme activité. C'est pas tellement l'écran, c'est quelle est l'activité qui est faite derrière l'écran. On peut d'ailleurs avoir une relation harmonieuse avec un type d'activité. Ça peut même être de la consommation du porno, et puis un engagement problématique avec une autre activité, comme des paris sportifs via une application ou je sais pas quoi. Et puis, les motivations sous-jacentes, c'est fondamental. Je vous avais donné quelques exemples, mais qu'est-ce qui est... Parce que souvent, l'addiction, c'est un symptôme, et pour le comprendre, il faut aller voir la fonction de ce symptôme ou la fonction du jeu. Et là, on va voir que pour différentes personnes, ça peut être ça peut vraiment changer du tout au tout. D'accord? Et j'ai mis ici cette étude-là, c'est peut-être un peu petit, mais je la trouvais intéressante dans le sens où elle s'est intéressée à des gamers, donc des gens qui avaient vraiment une identité de gamer, qui jouaient à des jeux qui étaient essentiellement des FPS, des MOBA, des jeux de ce type-là, il me semble, si ma mémoire est bonne, qui jouaient avec un engagement assez important dans ces jeux-là. Et on est dans le contexte du lockdown en Italie. Et en fait, Alessandro Giardina, qui fait une thèse là autour, s'est retrouvé avec une étude dans laquelle il avait commencé un recrutement de données, enfin une collection de données avant le Covid, en Italie. Puis boum, à un moment donné, le Covid est arrivé. Et puis, il a comparé la santé, la santé psychologique, le niveau de stress, la dépression, l'anxiété de ces gamers pendant le lockdown et puis avant le lockdown. Et puis, ce qu'il a observé, c'est que contrairement à beaucoup d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de données sur le fait que les gens allaient plus mal dans le Covid, ben eux, ils n'allaient pas vraiment moins bien ou mieux, mais ça a moins changé. Et puis on peut faire une hypothèse là derrière, mais c'est une hypothèse, je n'ai pas de données directes pour soutenir cette hypothèse, que je trouve que ça paraît assez logique. Si je suis un gamer investi et que le jeu me permet d'assouvir des besoins comme l'affiliation sociale, le besoin d'autonomie, le sentiment de compétence, ils ont fait partie des gens pour qui le lockdown n'a pas mis une barrière à ces activités. Si ces besoins, je les fulfill, je les remplis via le foot, et puis que tous les clubs de foot sont en pause et que je ne peux plus jouer, ça peut expliquer en partie, hypothèse, que je vais plus mal. D'accord ? Donc c'est comme si... donc voilà, parce qu'on a vu beaucoup de choses du type... le lockdown, avec l'augmentation des conduites de jeu, va se traduire ensuite par toute une série de personnes qui vont rester addictes après le lockdown, etc. Ce n'est pas tellement quelque chose qu'on a pu observer. On a pu observer, par contre, si vous regardez un peu les données de la littérature, que des gens qui avaient déjà un profil d'utilisateur, on va dire à risque, assez obsessionnel, avec une perte de contrôle, là, on a des fois des situations où ça s'est empiré, mais on ne peut pas faire des conclusions générales. C'est vraiment, il y a des différents types de trajectoires. Mon calcul est qu'il doit me rester 2-3 minutes. Ok. Alors je vous parle d'un truc maintenant qui est plutôt du domaine de l'intervention. Et parce que voilà, on a la reconnaissance d'un trouble. On a assez peu de données vraiment robustes sur les interventions qui marchent pour traiter ces problèmes. On sait que des interventions familiales, des interventions qu'on appelle cognitives et comportementales peuvent avoir des effets, etc. Mais on n'a pas encore beaucoup d'études. On a plus de données sur les problèmes que de données sur les solutions. Donc on est vraiment dans une perspective où on a aussi des risques de médicalisation. Des choses qu'on a pu observer, que j'ai malheureusement pu voir dans certains contextes, c'est par exemple des prescriptions à des jeunes de médicamentation type amphétamine, comme on a dans l'ADHD, avec des hypothèses d'augmenter l'autocontrôle. Voilà. Donc, dans beaucoup de cas, l'intervention, elle est vraiment uniquement psychothérapeutique. Parfois, on a des gens qui ont une telle dépression associée, etc., qu'on peut avoir une prescription médicamenteuse en parallèle pour pouvoir travailler avec la personne. C'est clair, c'est des choses qu'on observe. Il y a des gens, je pense, qui veulent... évidemment, quand vous légitimez une catégorie diagnostique, ça ouvre un marché pour les formats. C'est fatal, ce genre de truc-là. On peut, je veux dire, qu'on le veuille ou non, et c'est des risques, c'est aussi des genres de risques. C'est vrai qu'on va essayer de voir quelle molécule pourrait fonctionner pour. Pour vous donner juste une idée des intérêts économiques qui sont en jeu aussi, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais je veux quand même dire ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, en Corée, quand l'OMS a validé le trouble, il y a eu une discussion
au sein du gouvernement coréen si oui ou non ils allaient prendre en compte la nouvelle classification des maladies à cause des intérêts économiques liés au gaming en Corée. D'accord? Et ça, c'est un fait. Voilà, donc le bonus level, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a de la recherche qui est faite sur des pistes d'intervention absolument non médicales, mais qui peut-être pourraient être bénéfiques aux gens qui passent un petit peu trop de temps sur certaines activités. Et ici, on s'est intéressé à un profil qu'on rencontre assez fréquemment en clinique, qui est le profil marqué par une anxiété sociale assez importante. Hein, vous avez aussi entendu parler du phénomène extrême de hikikomori, qu'on voit sous différentes formes dans différents endroits, etc. Là, c'est la version extrême avec un repli total. D'ailleurs, je pense que c'est quasiment philosophique. On pourrait en parler comme un aspect d'ermitage, de rejet d'une société, etc. Ce n'est pas forcément de l'anxiété sociale. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui ont des symptômes d'anxiété sociale, et qui ont aussi un engagement caractérisé par l'excès dans les jeux. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a eu avec certains collègues une idée, c'est d'essayer un programme de recherche qui a été financé d'ailleurs par le canton de Vaud, et qui vise les personnes dont je viens de décrire le profil. Et souvent, ce qu'on observe en clinique, c'est que les gens ne sont pas motivés à venir voir un psy, puis on les comprend. C'est quelque chose de confrontant, c'est quelque chose qui va générer des affects négatifs, c'est quelque chose qui va pas être tout le temps agréable, etc. Et puis, la motivation est souvent le nerf de la guerre. Et nous, on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer en utilisant une activité qui va les motiver, parce qu'assez proche de certains jeux vidéo qu'ils sont en train de faire, utiliser ce levier d'action pour les amener à faire une activité, mais dans laquelle ils vont s'exposer dans des situations d'interaction sociale, avec d'autres personnes, avec des pairs, s'affirmer, etc. Et comment on a pu faire ça? On est revenu un peu back to the basics, j'aurais tendance à dire. Pour ceux qui sont vieux et qui connaissent World of Warcraft, donc c'est le MMORPG, à la base, ce truc-là est tiré d'un jeu de plateau. C'était Donjons et Dragons à l'époque, qui aussi a fait beaucoup de bruit, et on a beaucoup critiqué, puis on a associé certains mass shooting à la pratique Donjons et Dragons, tout ça. Mais finalement, les codes de ce jeu-là sont extrêmement proches des codes de ce qu'on appelle les MMORPG, donc plus globalement des jeux dans lesquels vous allez créer un personnage qui va évoluer dans un monde virtuel permanent, mais pas forcément Heroic Fantasy, il y en a plein, ces MMORPG. Ce n'est pas forcément les jeux les plus populaires aujourd'hui, mais la plupart des gamers, à un moment donné, ils jouent à ce genre de jeu-là, puis ils arrêtent, puis etc. Souvent, ils voient de quoi il s'agit. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a surfé aussi sur la vague Stranger Things pour proposer un programme pilote dans lequel on va sélectionner des gens pour venir jouer à Donjons et Dragons avec un maître de jeu professionnel qui a 30 ans d'expérience et qui, à travers 10 modules, va progressivement les amener à s'impliquer, à s'exposer, à s'affirmer, à résoudre des problèmes en groupe, etc. avec des pairs. Donc nous, on fait l'hypothèse que ce truc-là va peut-être les motiver parce que c'est assez proche des jeux dans lesquels ils s'engagent. Et puis, on sait par exemple, ça la recherche l'a montré assez clairement, que l'exposition progressive à des situations sociales avec un espèce de challenge progressif, une exposition qui augmente, ça a un effet positif sur les symptômes d'anxiété sociale. Et nous, on fait peut-être l'hypothèse que via cette activité-là, on pourra avoir une évolution au niveau des patterns de l'anxiété sociale et puis au niveau des patterns d'implication potentiellement excessive dans les jeux vidéo. Bref, donc c'est comme ça que ça se passe. En gros, vous avez un maître de jeu qui raconte l'histoire, qui remplace l'ordi, on va dire, et puis des joueurs qui ont une fiche de personnage, qui jettent des dés pour résoudre les actions. Là, vous voyez, là, on était dans les pré-tests de notre pré-test, c'est-à-dire qu'on a développé le programme, ensuite c'était difficile à l'université, entre 12h et 14h le vendredi, il faut jouer à Donjons et Dragons, tout ça, mais enfin bref. On a testé le programme à 3 reprises, maintenant on va commencer avec les premiers sujets volontaires, et qui sont des gens qui ne sont pas des gens qui ont un trouble lié aux jeux vidéo, mais des gens qu'on invite, s'ils passent selon eux un temps considérable et qui ne sont pas toujours à l'aise dans les situations d'interaction sociale. Ça permet d'avoir des gens qui ne sont pas vraiment avec des difficultés cliniques significatives, mais qui ont un profil qui correspond à ce qu'on cible à travers notre activité. Donc c'est une étude de faisabilité à ce stade. Et pourquoi j'en parle autant? C'est parce qu'il reste quelques places. Et si vous connaissez des gens potentiellement intéressés, on a fait des petits flyers. Il reste 3-4 places à prendre, je crois, peut-être. Donc si vous pensez que quelqu'un, ou vous-même, ou autre, pourrait être intéressé à faire ça, voilà. Donc l'idée, c'est d'amener les participants à s'affirmer en jouant un rôle dans un monde imaginaire, de s'exposer progressivement à des situations d'interaction sociale avec des pairs, résoudre des problèmes en groupe, s'amuser. Donc je ne vais pas spoiler ce qu'on fait parce qu'en plus je suis enregistré et puis après ça va. Donc je n'ai pas envie que des participants potentiels sachent exactement ce qu'on va faire, mais c'est le principe général. Et puis si vous êtes intéressé, il y a un article de l'Uniscope qui décrit pas mal ce qu'on va faire. Donc là, il y a un QR code si vous êtes intéressé.
Et puis là, c'est notre maître de jeu bienveillant, même s'il a l'air un peu effrayant ici, il est très gentil. Donc je veux remercier encore, avant de passer à la discussion, mes collègues qui m'ont aidé pour réaliser certains des slides aujourd'hui, et puis les membres du laboratoire qui a été mentionné par Isaac au début, le laboratoire des régulations des processus affectifs et cognitifs. Et puis je crois que mon ton est révolu.